Il y a 450 millions d'années, les océans de la Terre étaient 10 degrés plus chauds qu'aujourd'hui et dominés par des trilobites de 70 cm, mais en dessous d'eux chassait le Camérocéras, un céphalopode de 9 mètres avec des tentacules équipés de crochets de 5 cm qui pouvaient broyer des coquilles avec une pression de 2 tonnes par centimètre carré. Le premier superprédateur marin avant même que les poissons ne développent des mâchoires. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Détendez-vous, installez-vous confortablement et préparez-vous pour ce voyage. Bonjour et bienvenue dans ce coin tranquille où la curiosité peut prendre son temps et où la science est autorisée à se déployer sans hâte. Ce soir, nous ne restons pas dans le présent, nous faisons un pas loin dans le temps. Si loin que même les océans sous nos pieds ne ressembleront plus à rien de familier. C'est un voyage dans des mers qui ont existé il y a des centaines de millions d'années, bien avant que les continents ne prennent leurs formes actuelles, bien avant même que la carte du monde ne commence à ressembler à celle que vous connaissez. C'est l'histoire des créatures terrifiantes des océans préhistoriques, des monstres marins qui régnaient dans des eaux si anciennes qu'elles précèdent tout ce que nous pouvons imaginer de familier. Imaginez un monde où les océans n'avaient pas encore leurs frontières actuelles, où les mers étaient vastes et sans limite, s'étendant à travers des continents qui se déplaçaient lentement sur la surface de la planète. Dans ces eaux profondes et sombres, la vie prenait des formes qui défient l'imagination. Des créatures si étranges, si massives, si parfaitement adaptées à leur monde aquatique qu'elles semblent sorties d'un cauchemar féerique. Pourtant, elles étaient bien réelles, nageant dans des océans qui couvraient des régions où se dressent aujourd'hui des montagnes, chassant dans des profondeurs qui ont depuis longtemps disparu sous les mouvements tectoniques de la Terre. Ces mers préhistoriques n'étaient pas les océans bleus et familiers que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient différentes dans leur composition chimique, leur température, même dans la façon dont la lumière du soleil les pénétrait. L'air au-dessus d'elles était plus épais, chargé de gaz volcaniques qui teignaient parfois le ciel de couleurs étranges. Et dans ces eaux, l'évolution testait constamment de nouvelles formes de vie, créant des prédateurs et des proies dans une course aux armements qui durait depuis des millions d'années. Certaines de ces créatures étaient des arthropodes géants, des cousins lointains des crabes et des homards d'aujourd'hui, mais d'une taille qui dépassait celle d'un homme adulte. D'autres étaient des poissons blindés, leur corps couvert de plaques osseuses qui brillaient dans les profondeurs sombres. Il y avait des mollusques avec des coquilles spiralées plus grandes que des roues de voiture, des prédateurs marins aux dents comme des sabres, et des créatures si bizarres que les scientifiques d'aujourd'hui ont du mal à comprendre comment elles vivaient et chassaient. L'eau elle-même était différente. Dans certaines périodes, elle était plus chaude que tout océan moderne, réchauffée par une activité volcanique intense qui faisait bouillonner le fond des mers. Dans d'autres époques, elle était froide et pauvre en oxygène, forçant la vie à s'adapter à des conditions qui auraient tué la plupart des créatures marines actuelles. Ces changements constants créaient des pressions évolutives qui poussaient les créatures marines à développer des formes de plus en plus extraordinaires et terrifiantes. Pour comprendre ces créatures, il faut d'abord comprendre leur monde. Les océans préhistoriques n'étaient pas simplement des versions plus anciennes de nos mers actuelles. Ils étaient des environnements complètement différents, gouvernés par des règles chimiques et physiques que nous ne voyons plus aujourd'hui. La tectonique des plaques était plus active, créant des chaînes volcaniques sous-marines qui transformaient la chimie des océans. Les niveaux d'oxygène fluctuaient dramatiquement, créant parfois des zones mortes où seules les créatures les plus résistantes pouvaient survivre. Dans ces conditions extrêmes, l'évolution a produit des monstres, des créatures si bien adaptées à leurs environnements hostiles qu'elles dominaient complètement leurs écosystèmes. Certaines étaient des chasseurs solitaires, utilisant la ruse et la vitesse pour surprendre leurs proies. D'autres chassaient en groupe, coordonnant leurs attaques avec une précision mortelle. Quelques-unes étaient si grandes qu'elles n'avaient aucun prédateur régnant sur leurs territoires océaniques comme des rois incontestés. Ces créatures n'étaient pas de simples curiosités du passé.
Elles étaient les architectes des écosystèmes marins, façonnant l'évolution de toute vie marine qui suivrait. Leurs innovations anatomiques, leurs stratégies de chasse, leurs adaptations aux environnements extrêmes, tout cela a laissé une empreinte qui se ressent encore dans les océans d'aujourd'hui. Les requins modernes portent l'héritage de prédateurs préhistoriques. Les baleines descendent de créatures qui ont appris à naviguer dans les mers anciennes. Même les plus petits organismes marins actuels portent dans leur ADN les traces de ces époques lointaines. Mais peut-être que l'aspect le plus fascinant de ces créatures était leur capacité d'adaptation. Face à des changements environnementaux constants, des extinctions de masse qui balayaient régulièrement la planète et des conditions qui auraient détruit la plupart des formes de vie, elles trouvaient toujours des moyens de survivre et d'évoluer. Elles développaient de nouveaux organes sensoriels pour chasser dans l'obscurité totale, des systèmes digestifs pour traiter des proies toxiques, des carapaces pour résister à des pressions écrasantes. Les océans préhistoriques étaient donc bien plus qu'un simple habitat. Ils étaient un laboratoire évolutif où la nature expérimentait avec les limites même de ce que la vie pouvait devenir. Et les résultats de ces expériences étaient souvent spectaculaires et terrifiants. Des créatures qui semblaient défier les lois de la physique, des prédateurs si efficaces qu'ils n'ont jamais été égalés, des écosystèmes d'une complexité et d'une richesse qui dépassent tout ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Pour vraiment comprendre ces monstres marins, nous devons plonger profondément dans leur monde, explorer les océans tels qu'ils existaient il y a des centaines de millions d'années et découvrir comment ces créatures extraordinaires ont façonné l'histoire de la vie sur Terre. C'est un voyage qui nous mènera des premières formes de vie multicellulaires aux prédateurs les plus redoutables que les océans aient jamais connus, à travers des époques géologiques où la Terre elle-même était un monde alien et merveilleux. Alors installons-nous confortablement et préparons-nous à descendre dans les profondeurs de ces anciens océans, où des créatures venues d'un autre temps nous attendent, patientes et éternelles, figées dans la roche, mais toujours capables de nous enseigner des leçons sur la nature de la vie, de la survie et des forces extraordinaires qui ont façonné notre planète depuis ses premiers jours. Le voyage commence dans les profondeurs du temps, bien avant que les premiers poissons n'apprennent à nager, avant même que les océans ne ressemblent à quoi que ce soit de reconnaissable. Nous devons retourner à une époque si ancienne que la Terre elle-même était un monde différent, où les continents flottaient dans des positions étranges et où l'atmosphère portait des parfums qui n'existent plus. C'était le Précambrien, une vaste étendue de temps qui englobait les premiers 4 milliards d'années de l'histoire de notre planète. Et c'est là, dans ces océans primitifs, que les premières créatures terrifiantes ont commencé à prendre forme. Les océans du Précambrien n'étaient pas bleus. Ils étaient souvent teintés de rouge par le fer dissous, ou de vert par d'étranges bactéries qui flottaient en nappes visqueuses à leur surface. L'eau était chaude, parfois bouillante près des évents volcaniques qui crachaient des minéraux et des gaz toxiques dans les profondeurs. Il n'y avait pas d'oxygène libre dans l'atmosphère, pas de couche d'ozone pour filtrer les radiations mortelles du soleil. C'était un monde hostile où seules les formes de vie les plus résistantes pouvaient espérer survivre. Et pourtant, dans ces conditions apparemment impossibles, la vie a non seulement survécu, elle a prospéré. Les premières créatures océaniques étaient microscopiques, des bactéries et des archées qui se nourrissaient de soufre, de méthane et d'autres produits chimiques qui seraient mortels pour la plupart des organismes modernes. Mais même à cette échelle minuscule, la course aux armements évolutifs avait commencé. Certaines bactéries développaient des toxines pour tuer leurs concurrentes. D'autres créaient des carapaces microscopiques pour se protéger. Quelques-unes apprenaient à chasser et à dévorer leurs voisines, devenant les premiers prédateurs de l'histoire de la Terre. Au fil de centaines de millions d'années, ces créatures microscopiques ont lentement évolué vers des formes plus complexes. Les premières cellules eucaryotes sont apparues avec leurs noyaux organisés et leurs organelles spécialisés. Ces nouvelles cellules étaient plus grandes, plus efficaces, et surtout, elles pouvaient se reproduire de manière plus sophistiquée. Elles ont commencé à former des colonies, puis des organismes multicellulaires primitifs qui ressemblaient à des tapis gélatineux s'étendant sur le fond des océans. Mais c'est vers la fin du Précambrien
il y a environ 600 millions d'années, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les océans ont commencé à s'enrichir en oxygène grâce aux cyanobactéries qui avaient appris à utiliser la photosynthèse. Cet oxygène était toxique pour beaucoup d'organismes de l'époque, provoquant une extinction de masse, mais il a également ouvert de nouvelles possibilités pour l'évolution. Les créatures qui pouvaient tolérer ou utiliser l'oxygène ont soudainement eu accès à des sources d'énergie beaucoup plus puissantes. C'est dans ces océans nouvellement oxygénés qu'est apparue la faune d'Ediacara, les premières créatures multicellulaires complexes de l'histoire de la Terre. Ces organismes étaient étranges, au-delà de toute imagination moderne. Certains ressemblaient à d'énormes feuilles ondulant dans les courants, d'autres à des disques gélatineux couverts de motifs fractales complexes. Il y avait des créatures en forme de tubes segmentés, des organismes qui semblaient être constitués de chambres répétées comme des appartements dans un immeuble biologique. L'une des plus terrifiantes de ces premières créatures était Dickinsonia, un organisme plat et ovale qui pouvait atteindre plus d'1 mètre de longueur. Sa surface était couverte de segments répétés, comme les côtes d'une créature gigantesque aplatie. Dickinsonia se déplaçait lentement sur le fond océanique, sécrétant des enzymes digestives qui dissolvaient les tapis bactériens, puis absorbant les nutriments directement à travers sa peau. C'était un prédateur silencieux et implacable, capable de digérer des organismes entiers simplement en rampant dessus. Une autre créature remarquable était Sprigina, qui ressemblait à un ver géant avec une tête distincte en forme de croissant. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être l'ancêtre des arthropodes modernes, mais sa forme était si étrange qu'il est difficile de la classer dans n'importe quel groupe d'animaux actuels. Sprigina avait des segments corporels répétés et ce qui semblait être des appendices primitifs, peut-être les premiers pas vers les pattes et les antennes qui caractériseraient plus tard les arthropodes. Mais la plus mystérieuse de toutes était peut-être Charnia, une créature qui ressemblait à une fougère géante ancrée au fond de l'océan. Elle pouvait atteindre plusieurs mètres de hauteur, ses frondes complexes se balançant dans les courants pour capturer des particules nutritives. Charnia était probablement l'un des premiers organismes à exploiter efficacement la colonne d'eau, filtrant les nutriments des courants océaniques dans une stratégie qui préfigurait celle des coraux modernes. Ces créatures vivaient dans un monde aquatique totalement différent du nôtre. Les océans étaient plus chauds, plus riches en minéraux dissous et souvent stratifiés en couches chimiquement distinctes. Le fond des mers était couvert de tapis microbiens épais, des communautés complexes de bactéries et d'archées qui créaient des paysages sous-marins colorés et visqueux. Ces tapis servaient de base alimentaire pour les premières créatures multicellulaires, mais ils créaient aussi des environnements chimiques uniques où des réactions biologiques impossibles aujourd'hui pouvaient se produire. La prédation, telle que nous la connaissons, n'existait pas encore vraiment. La plupart de ces créatures primitives étaient des filtreurs, des absorbeurs ou des brouteurs qui se nourrissaient passivement des ressources disponibles. Mais même dans cette apparente tranquillité, la compétition était féroce. Les organismes luttaient pour l'espace sur le fond océanique, pour l'accès aux courants nutritifs, pour les meilleures positions dans la colonne d'eau. Cette compétition a produit les premières innovations défensives. Certaines créatures développaient des structures rigides pour maintenir leur forme contre les courants. D'autres créaient des toxines pour empêcher leurs voisins de les envahir. Quelques-unes apprenaient à se déplacer activement, ce qui leur donnait un avantage énorme dans la recherche de nourriture et l'évitement des conditions défavorables. L'environnement physique de ces océans précambriens était également extraordinairement dynamique. L'activité volcanique sous-marine était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui, créant des chaînes d'îles volcaniques qui apparaissaient et disparaissaient en quelques millions d'années. Les marées étaient plus extrêmes, car la Lune était plus proche de la Terre. Les tempêtes pouvaient brasser les océans sur des profondeurs énormes, mélangeant les couches chimiques et créant des gradients nutritifs complexes. Dans ces conditions turbulentes, les premières créatures terrifiantes des océans ont appris les leçons fondamentales de la survie. Elles ont découvert comment exploiter les ressources limitées
comment se défendre contre les menaces environnementales, comment s'adapter aux changements constants de leur monde aquatique. Ces leçons seraient transmises à travers des centaines de millions d'années d'évolution, façonnant tous les prédateurs marins qui suivraient. Vers la fin du Précambrien, quelque chose d'encore plus dramatique a commencé à se produire. Les premiers signes de prédation active sont apparus dans les archives fossiles. Des traces de morsures, des coquilles perforées, des signes de lutte. Les créatures paisibles qui avaient dominé les océans pendant des centaines de millions d'années allaient bientôt faire face à une nouvelle réalité. Un monde où être mangé devenait une possibilité constante. Cette transition marquerait la fin de l'Édiacaran et le début du Cambrien, une période qui verrait l'explosion la plus spectaculaire de diversité biologique de l'histoire de la Terre. Mais les fondations étaient déjà là, coulées dans les océans précambriens par ces premières créatures étranges et merveilleuses qui avaient appris à vivre, à grandir et à dominer dans un monde aquatique qui n'existe plus. Cette transition vers un monde de prédateurs et de proies allait déclencher l'événement le plus spectaculaire de l'histoire de la vie, l'explosion cambrienne. Il y a environ 540 millions d'années, comme si quelqu'un avait soudainement allumé les lumières dans une pièce sombre, les océans se sont remplis de créatures d'une diversité et d'une complexité stupéfiantes. En l'espace de quelques millions d'années seulement, pratiquement tous les grands groupes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui sont apparus, ainsi que de nombreuses formes bizarres qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. C'était le moment où les océans ont vraiment appris ce que signifiait être terrifiant. Les mers cambriennes étaient un laboratoire évolutif où chaque nouvelle adaptation en déclenchait une dizaine d'autres. Lorsqu'une créature développait des yeux pour mieux chasser, ses proies développaient des carapaces pour se protéger. Quand ces carapaces devenaient trop épaisses, les prédateurs développaient des mâchoires plus puissantes ou des stratégies de chasse plus sophistiquées. Cette course aux armements évolutifs a produit certaines des créatures les plus extraordinaires et terrifiantes qui aient jamais nagé dans les océans de la Terre. Au cœur de cette explosion se trouvaient les arthropodes, un groupe qui inclurait éventuellement les insectes, les crustacés et les arachnides. Mais leurs ancêtres cambriens étaient des monstres marins qui dépassaient en étrangeté tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Le plus célèbre et peut-être le plus terrifiant d'entre eux était Anomalocaris, un prédateur géant qui régnait sur les océans cambriens comme un kraken préhistorique. Anomalocaris pouvait atteindre plus de 2 mètres de longueur, ce qui en faisait de loin le plus grand prédateur de son époque. Son corps était allongé et flexible, bordé de nageoires ondulantes qui lui permettaient de glisser silencieusement dans l'eau comme un fantôme mortel. Mais c'était sa tête qui était vraiment terrifiante. 2 appendices préhensiles s'étendaient vers l'avant comme des bras tentaculaires, couverts d'épines acérées conçues pour saisir et maintenir des proies qui se débattaient. Sa bouche était un disque circulaire bordé de plaques dentées qui pouvaient se contracter comme l'iris d'un appareil photo, broyant tout ce qui était assez malheureux pour y être pris. Les yeux d'Anomalocaris étaient peut-être sa caractéristique la plus remarquable. Ils étaient énormes, composés de milliers de lentilles individuelles qui lui donnaient une vision exceptionnellement aiguë. Ses yeux composés étaient parmi les premiers et les plus sophistiqués du règne animal, capables de détecter les mouvements les plus subtils dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Imaginez cette créature glissant silencieusement dans l'eau sombre, ses yeux géants scrutant l'environnement à la recherche du moindre signe de mouvement, ses bras tentaculaires prêts à frapper avec une précision mortelle. Mais Anomalocaris n'était que l'un des nombreux prédateurs terrifiants qui parcouraient les océans cambriens. Il y avait aussi Opabinia, une créature si étrange que les scientifiques ont eu du mal à comprendre à quoi elle pouvait bien ressembler vivante. Longue d'environ 7 cm, Opabinia avait un corps segmenté avec 5 yeux en forme de champignon disposés sur le dessus de sa tête et une trompe flexible terminée par une griffe qui sortait de l'avant de sa tête comme une lance télescopique. Cette trompe pouvait se darder vers l'avant pour saisir de petites proies
qu'elle ramenait ensuite vers sa bouche située sous sa tête. Les trilobites, peut-être les arthropodes les plus réussis de tous les temps, ont fait leur première apparition pendant le Cambrien et ont rapidement diversifié en centaines d'espèces différentes. Ces créatures ressemblaient à d'énormes cloportes blindées, leur corps divisé en 3 lobes longitudinaux qui leur donnaient leur nom. Certains trilobites étaient de minuscules filtreurs, mais d'autres étaient des prédateurs redoutables. Isotellus rex, par exemple, pouvait atteindre 72 cm de longueur et était probablement un prédateur actif qui chassait d'autres arthropodes sur le fond océanique. Ce qui rendait les trilobites particulièrement terrifiants, c'était leur incroyable diversité d'adaptations. Certains avaient développé des yeux composés extraordinairement sophistiqués, avec des lentilles en calcite cristalline qui leur donnaient une vision sous-marine exceptionnellement claire. D'autres étaient devenus aveugles et comptaient sur des antennes hypersensibles pour naviguer dans l'obscurité totale des profondeurs océaniques. Quelques espèces avaient développé des épines défensives si élaborées qu'elles ressemblaient à des châteaux médiévaux ambulants. L'une des adaptations les plus terrifiantes était la capacité de certains trilobites à se rouler en boule comme des tatous blindés. Cette défense, appelée enroulement, leur permettait de protéger leurs parties molles vulnérables à l'intérieur d'une carapace presque impénétrable. Mais certaines espèces ont poussé cette adaptation plus loin, développant des mécanismes de verrouillage qui leur permettaient de rester enroulés indéfiniment, attendant patiemment que le danger passe. Les océans cambriens étaient également le domaine des premiers mollusques géants. Les nautiles primitifs, ancêtres des pieuvres et des calamars modernes, développaient déjà des stratégies de chasse sophistiquées. Leurs coquilles coniques pouvaient atteindre des tailles impressionnantes et ils utilisaient la propulsion par jet pour se déplacer rapidement dans l'eau, leurs tentacles armés de crochets saisissant tout ce qui passait à leur portée. Mais peut-être la créature la plus bizarre de toutes était Wiwaxia, un animal qui semblait être sorti tout droit d'un cauchemar surréaliste. Son corps ovale était couvert d'écailles imbriquées comme celles d'un poisson, mais hérissées de longues épines acérées qui pointaient dans toutes les directions. Ces épines n'étaient pas seulement défensives, elles étaient mobiles, capables de se redresser et de pivoter pour présenter une barrière impénétrable aux prédateurs potentiels. Wiwaxia se déplaçait lentement sur le fond océanique sur son pied musculeux, broutant les tapis microbiens, mais malheur à toute créature qui tentait de l'attaquer. L'explosion cambrienne n'était pas seulement remarquable pour la diversité des formes corporelles qu'elle a produites, mais aussi pour les innovations sensorielles qu'elle a introduites. C'était l'époque où les animaux ont vraiment appris à voir, à entendre, à sentir et à goûter leur environnement avec une sophistication sans précédent. Les yeux composés des arthropodes étaient particulièrement révolutionnaires, permettant une vision à 360 degrés et la capacité de détecter la polarisation de la lumière, une capacité que peu d'animaux modernes possèdent. Cette révolution sensorielle a transformé les océans en champs de bataille où l'information était l'arme ultime. Les prédateurs utilisaient leurs sens aiguisés pour traquer leurs proies avec une efficacité mortelle, tandis que les proies développaient des contre-mesures de plus en plus sophistiquées. Certaines créatures apprenaient à se camoufler, changeant leur couleur et leur texture pour se fondre dans leur environnement. D'autres développaient des signaux d'alarme chimiques pour avertir leurs congénères du danger. L'innovation la plus terrifiante de l'époque cambrienne était peut-être l'invention de la mâchoire. Les premières créatures à mâchoire, appelées gnatostomes, étaient relativement petites, mais elles représentaient une révolution dans la technologie de la prédation. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, les animaux pouvaient couper, déchirer et broyer leur proie avec une efficacité mécanique précise. Cette innovation allait éventuellement mener aux grands requins, aux crocodiles géants et aux autres superprédateurs qui domineraient les océans dans les époques suivantes. Les environnements océaniques cambriens eux-mêmes étaient extraordinairement divers. Il y avait des récifs construits par des organismes mystérieux appelés archéocyates, des structures calcaires qui ressemblaient à des éponges géantes, mais qui étaient probablement des animaux complètement différents. Ces récifs créaient des habitats complexes en 3 dimensions,
où les petites créatures pouvaient se cacher et les prédateurs pouvaient tendre des embuscades. Les fonds océaniques étaient couverts de forêts sous-marines de créatures sessiles bizarres. Des organismes en forme de tulipe appelés Dinomichus s'étendaient vers le haut dans la colonne d'eau, leur couronne de bras filtrant les particules nutritives. Des créatures ressemblant à des fleurs de mer primitives créaient des jardins sous-marins colorés, tandis que d'étranges organismes tubulaires comme Selkirkia construisaient des villes sous-marines de tubes interconnectés. Dans cette explosion de diversité et d'innovation, les océans cambriens sont devenus les premiers écosystèmes vraiment complexes de l'histoire de la Terre. Chaque niche écologique était rapidement occupée par des spécialistes évolutifs, créant des réseaux alimentaires d'une sophistication remarquable. Les détritivores recyclaient la matière organique, les filtreurs nettoyaient la colonne d'eau, les prédateurs contrôlaient les populations et les ingénieurs écosystémiques comme les constructeurs de récifs créaient des habitats pour d'innombrables autres espèces. Cette période d'innovation frénétique a établi les modèles fondamentaux qui gouverneraient tous les écosystèmes océaniques futurs. Les leçons apprises dans les mers cambriennes, comment chasser efficacement, comment éviter d'être mangé, comment exploiter de nouvelles niches écologiques, seraient transmises et raffinées au cours des centaines de millions d'années suivantes, culminant dans les monstres marins encore plus terrifiants des époques ultérieures. Ces innovations cambriennes ont posé les fondements pour l'émergence de créatures encore plus spectaculaires dans les époques qui ont suivi. Alors que nous avançons dans le temps géologique, nous entrons dans l'Ordovicien, une période qui a vu les océans se transformer en arènes de combat où des prédateurs de plus en plus sophistiqués et terrifiants ont commencé à dominer les mers. C'était une époque où les leçons apprises pendant l'explosion cambrienne ont été raffinées et perfectionnées, donnant naissance à certains des chasseurs marins les plus redoutables de l'histoire de la Terre. Les océans ordoviciens étaient plus chauds et plus hauts que ceux d'aujourd'hui, inondant de vastes régions des continents et créant des mers épicontinentales peu profondes qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres carrés. Ces eaux chaudes et riches en nutriments étaient parfaites pour soutenir une explosion de vie marine, mais elles étaient aussi devenues des terrains de chasse pour une nouvelle génération de superprédateurs qui éclipseraient même les terrifiants chasseurs du Cambrien. Au sommet de cette chaîne alimentaire se trouvaient les premiers véritables géants des océans, les céphalopodes géants. Ces cousins ancestraux des pieuvres et des calamars modernes avaient développé des coquilles droites coniques qui pouvaient atteindre des longueurs stupéfiantes. Cameroceras, le plus impressionnant de ces monstres, pouvait mesurer plus de 11 mètres de longueur, ce qui en faisait l'un des plus grands prédateurs invertébrés ayant jamais existé. Imaginez cette créature glissant silencieusement dans les eaux peu profondes, sa coquille massive fendant l'eau comme la proue d'un navire préhistorique, ses tentacles armés de crochets acérés s'étendant vers l'avant à la recherche de proies. Ces nautiles géants étaient des chasseurs extraordinairement sophistiqués. Leurs yeux, bien que simples comparés à ceux des arthropodes, étaient néanmoins capables d'une résolution remarquable, leur permettant de repérer des proies à de grandes distances dans les eaux claires des mers ordoviciennes. Ils utilisaient la propulsion par jet avec une efficacité mortelle, expulsant de l'eau de leur cavité paléale pour se propulser vers leurs victimes avec une vitesse surprenante pour des créatures de leur taille. Une fois leur proie saisie par leurs puissants tentacles, ils les déchiquetaient avec un bec corné acéré, comparable à celui d'un perroquet géant mais infiniment plus mortel. La diversité des céphalopodes ordoviciens était stupéfiante. Il y avait des formes droites comme Camroceras, mais aussi des espèces avec des coquilles courbées ou même en spirale. Certaines avaient développé des coquilles avec des chambres de flottabilité sophistiquées qui leur permettaient de contrôler précisément leur profondeur dans la colonne d'eau comme des sous-marins biologiques. D'autres avaient des coquilles ornées d'épines ou de côtes qui pouvaient servir à la fois de protection et d'armes offensives. Mais les céphalopodes n'étaient pas les seuls superprédateurs des océans ordoviciens. Les euryptérides, aussi connus sous le nom de scorpions de mer, faisaient leur apparition et allaient rapidement devenir certaines des créatures les plus terrifiantes ayant jamais vécu.
Ces arthropodes géants étaient les cousins des scorpions et des araignées modernes, mais adaptés à la vie aquatique et à la prédation active. Le plus grand d'entre eux, Jaekelopterus, ne serait pas découvert avant l'époque suivante, mais leurs ancêtres ordoviciens établissaient déjà les modèles qui feraient d'eux les apis prédateurs des mers paléozoïques. Les premiers euryptérides ordoviciens, comme Megalograptus, mesuraient déjà plus d'1 mètre de longueur et étaient parfaitement adaptés à la chasse. Leur corps était hydrodynamique, avec une carapace dorsale lisse qui réduisait la résistance à l'eau et des appendages natatoires spécialisés qui leur permettaient de manœuvrer avec une agilité remarquable. Mais c'étaient leurs appendices antérieurs qui les rendaient vraiment terrifiants. De énormes pinces dentelées qui pouvaient saisir et déchiqueter leur proie avec une force écrasante. Ces scorpions de mer étaient des chasseurs opportunistes qui exploitaient tous les niveaux de la colonne d'eau. Ils pouvaient nager activement en pleine eau à la poursuite de proies rapides, mais ils étaient également capables de se poser sur le fond océanique et d'attendre patiemment qu'une victime imprudente passe à portée de leurs pinces mortelles. Leurs yeux composés leur donnaient une vision exceptionnelle et ils possédaient des organes sensoriels chimiques sophistiqués qui leur permettaient de détecter les traces chimiques laissées par leur proie dans l'eau. Les trilobites, qui avaient survécu et prospéré depuis le Cambrien, continuaient à évoluer vers des formes de plus en plus spécialisées et parfois terrifiantes. Certaines espèces ordoviciennes développaient des adaptations prédatrices extraordinaires. Acidaspis, par exemple, était couvert d'épines si élaborées et si acérées qu'il ressemblait plus à un oursin qu'à un arthropode traditionnel. Ces épines n'étaient pas seulement défensives, elles étaient mobiles et pouvaient être utilisées comme armes offensives, transformant le trilobite en une boule de mort hérissée qui roulait sur le fond océanique. D'autres trilobites développaient des yeux de plus en plus sophistiqués. Certains euryptérides ordoviciennes possédaient des yeux composés avec des milliers de lentilles individuelles, leur donnant probablement la vision la plus aiguë de tous les animaux de leur époque. Ces yeux étaient montés sur des tiges mobiles qui permettaient un balayage constant de l'environnement, créant un système de surveillance sous-marin d'une efficacité redoutable. Les brachiopodes, ces mollusques filtrants qui ressemblaient superficiellement aux palourdes modernes, construisaient d'énormes récifs qui modifiaient complètement l'architecture des fonds océaniques. Ces structures créaient des labyrinthes sous-marins complexes où les prédateurs pouvaient tendre des embuscades et où les proies pouvaient tenter de se cacher. La compétition pour l'espace dans ces récifs était féroce, et de nombreuses créatures développaient des adaptations spécialisées pour exploiter ces environnements tridimensionnels. L'innovation la plus révolutionnaire de l'ordovicien était peut-être l'évolution des premiers vertébrés à mâchoires. Ces créatures primitives, les placodermes, étaient encore relativement petites, mais elles représentaient une révolution dans la technologie de la prédation. Leurs mâchoires articulées leur permettaient de couper et de déchirer leur proie avec une précision mécanique que les invertébrés ne pouvaient égaler. Cette innovation allait éventuellement mener aux grands requins et aux autres superprédateurs vertébrés des époques ultérieures. Les océans ordoviciens étaient également caractérisés par une diversification extraordinaire des échinodermes. Les crinoïdes, ou lys de mer, formaient de vastes forêts sous-marines qui ondulaient dans les courants comme des prairies aquatiques préhistoriques. Ces créatures n'étaient pas des plantes mais des animaux filtreurs sophistiqués, avec des bras ramifiés couverts de cils qui capturaient les particules nutritives de la colonne d'eau. Certaines espèces développaient des tiges si hautes qu'elles créaient des canopées sous-marines à plusieurs niveaux, chaque niveau exploité par des communautés d'animaux spécialisés. Mais c'était dans les profondeurs que les créatures les plus mystérieuses et potentiellement les plus terrifiantes évoluaient. Les graptolites, des organismes coloniaux qui ressemblaient à des plumes flottantes, dominaient les eaux profondes. Bien qu'ils paraissent délicats, certaines espèces développaient des structures défensives élaborées et des mécanismes de capture de proie qui suggèrent qu'ils étaient des prédateurs actifs plutôt que de simples filtreurs passifs.
L'environnement physique des océans ordoviciens contribuait à cette intensification de la prédation. Les niveaux de la mer étaient élevés, créant de vastes mers épicontinentales peu profondes où la visibilité était excellente et où les prédateurs pouvaient exploiter pleinement leurs adaptations sensorielles sophistiquées. La température était uniformément chaude, permettant des métabolismes élevés et une activité constante. Les niveaux d'oxygène étaient également élevés, soutenant la respiration active nécessaire à la prédation énergétique. Ces conditions parfaites pour la vie marine ont également créé une compétition intense. Chaque innovation évolutive était rapidement contrée par des contre-adaptations, créant une spirale d'escalade évolutive qui poussait les créatures vers des formes de plus en plus extrêmes. Les carapaces devenaient plus épaisses et plus complexes, les armes plus acérées et plus puissantes, les sens plus aigus et plus spécialisés. La chimie des océans elle-même jouait un rôle dans cette évolution. Les niveaux élevés de calcium dans l'eau de mer ordovicienne permettaient la construction de carapaces et de coquilles massives, donnant aux créatures les outils nécessaires pour développer des structures défensives et offensives sophistiquées. En même temps, la disponibilité de ces matériaux de construction signifiait que la course aux armements évolutifs pouvait s'intensifier sans limites évidentes. Les réseaux trophiques ordoviciens étaient d'une complexité remarquable, avec de multiples niveaux de prédateurs et de proies interconnectés dans des relations écologiques sophistiquées. Au sommet se trouvaient les géants comme Camérocéras et les grands euryptérides, mais en dessous d'eux se trouvaient des dizaines de niveaux de prédateurs plus petits, chacun spécialisé pour exploiter des niches particulières dans cette hiérarchie de la terreur marine. Cette escalade de la sophistication prédatrice allait bientôt être mise à l'épreuve par l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire des océans, l'extinction de masse de l'Ordovicien tardif. Mais les innovations développées pendant cette période de prospérité marine allaient survivre à cette crise et servir de fondement pour des prédateurs encore plus terrifiants dans les époques à venir. Cette escalade de sophistication prédatrice allait être brutalement interrompue par l'une des extinctions de masse les plus dramatiques de l'histoire de la Terre. L'extinction de l'Ordovicien tardif, il y a environ 445 millions d'années, a balayé près de 80% de toutes les espèces marines, transformant les océans grouillants de vie en vastes étendues aquatiques presque désertes. Mais comme l'histoire de la vie nous l'a montré à maintes reprises, ces catastrophes ne sont pas des fins définitives, elles sont des remises à zéro évolutives qui ouvrent la voie à des innovations encore plus spectaculaires et terrifiantes. La cause de cette extinction était aussi dramatique que ses effets. Une période glaciaire massive a gelé une grande partie de l'eau de la planète, faisant chuter les niveaux des océans de plus de 100 mètres et détruisant les vastes mers épicontinentales peu profondes qui avaient été le berceau de tant de créatures extraordinaires. Les océans restants sont devenus froids, pauvres en oxygène et chimiquement instables. Les magnifiques récifs de brachiopodes se sont effondrés, les forêts sous-marines de crinoïdes ont flétri, et les grands prédateurs comme Camérocéras ont été contraints de lutter pour survivre dans un monde aquatique en contraction rapide. Mais la vie, avec sa résilience remarquable, a trouvé un moyen de persister. Dans les refuges océaniques qui ont survécu à la glaciation, les descendants des grandes créatures ordoviciennes ont développé de nouvelles stratégies de survie. Ils sont devenus plus petits, plus efficaces énergétiquement, plus adaptables. Et lorsque les glaciers ont finalement fondu et que les océans se sont réchauffés à nouveau, ces survivants ont explosé dans une diversification encore plus spectaculaire que celle qui avait caractérisé l'explosion cambrienne. Le Silurien, la période qui a suivi, a vu l'émergence de ce qui pourrait être considéré comme les premiers véritables monstres marins de l'histoire de la Terre. Les euryptérides, ces scorpions de mer qui avaient commencé leur règne pendant l'Ordovicien, ont atteint des tailles qui défient l'imagination moderne. Pterigotus, l'un des premiers de ces géants siluriens, mesurait plus de 2 mètres de longueur et était armé de pinces si puissantes qu'elles pouvaient broyer les carapaces les plus épaisses avec une facilité terrifiante. Mais même Pterigotus n'était qu'un avant-goût de ce qui allait venir. Jaekelopterus rhenaniae,
qui a évolué vers la fin du Silurien et le début du Dévonien, était un monstre absolu qui mesurait plus de 2,5 mètres de longueur, ce qui en faisait le plus grand arthropode ayant jamais existé. Cette créature était l'incarnation parfaite du prédateur apex, un corps hydrodynamique parfaitement adapté à la natation rapide, des yeux composés énormes qui lui donnaient une vision exceptionnelle et des appendices antérieurs transformés en armes de destruction massive. Les pinces de Jaekelopterus étaient des merveilles d'ingénierie biologique. Chacune était plus longue qu'un bras humain et bordée de dents acérées comme des rasoirs. Ces appendices pouvaient se refermer avec une force de plusieurs tonnes par centimètre carré, suffisante pour couper en deux la plupart des autres créatures de son époque. Mais ce qui rendait cette créature vraiment terrifiante, c'était sa capacité à combiner puissance brute et agilité sophistiquée. Elle pouvait nager en arrière, sur le côté, ou même faire des virages si serrés qu'elle semblait défier les lois de la physique sous-marine. L'anatomie interne de Jaekelopterus était tout aussi impressionnante que son apparence extérieure. Son système nerveux était remarquablement développé, avec un cerveau proportionnellement plus grand que celui de la plupart des arthropodes modernes. Ce cerveau sophistiqué coordonnait un système sensoriel d'une complexité extraordinaire, non seulement les yeux composés géants, mais aussi des organes chimiorécepteurs qui pouvaient détecter les traces de sang ou d'autres substances organiques dans l'eau à des distances considérables. Ces euryptérides géants n'étaient pas des chasseurs solitaires. Des preuves fossiles suggèrent qu'ils pouvaient chasser en groupes coordonnés, utilisant des tactiques sophistiquées pour encercler et submerger des proies plus grandes qu'eux. Imaginez un groupe de ces monstres de 2,5 mètres convergeant vers un banc de poissons primitifs, leurs mouvements synchronisés avec une précision militaire, leurs pinces claquant dans l'eau comme des guillotines vivantes. Pendant ce temps, les céphalopodes survivants évoluaient également vers des formes plus terrifiantes. Les nautiles droits géants comme Camérocéras avaient largement disparu pendant l'extinction ordovicienne, mais de nouvelles formes émergeaient. Les premiers ammonoïdes, ancêtres des ammonites qui domineraient plus tard les océans, développaient des coquilles en spirale qui combinaient protection et manœuvrabilité d'une manière révolutionnaire. Ces nouvelles céphalopodes étaient des nageurs beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs à coquille droite. Leur forme spiralée créait des vortex hydrodynamiques qui augmentaient leur propulsion par jet, leur permettant d'atteindre des vitesses surprenantes. Leurs tentacles, bien que moins massifs que ceux des géants ordoviciens, étaient plus agiles et plus précis, capables de saisir des proies rapides avec une dextérité remarquable. L'innovation la plus terrifiante du Silurien était peut-être l'évolution des premiers grands vertébrés prédateurs. Les placodermes, ces poissons primitifs à mâchoires qui avaient fait leur timide apparition pendant l'Ordovicien, explosaient maintenant en une diversité spectaculaire de formes prédatrices. Bien que les vrais géants comme Dunkleosteus n'apparaîtraient qu'au Dévonien, leurs ancêtres siluriens établissaient déjà les modèles qui feraient des vertébrés les prédateurs dominants des océans futurs. Les premiers grands placodermes siluriens, comme Brindabellaspis, mesuraient déjà plus d'1 mètre de longueur et étaient couverts d'une armure osseuse qui les rendait pratiquement invulnérables aux attaques des autres prédateurs. Leurs mâchoires, bien que primitives par rapport aux standards modernes, étaient néanmoins capables de couper et de broyer avec une efficacité mécanique que les invertébrés ne pouvaient égaler. Ce qui rendait ces premiers vertébrés particulièrement dangereux, c'était leur combinaison de protection et de mobilité. Contrairement aux euryptérides, qui dépendaient de leur agilité pour éviter les dommages, les placodermes pouvaient encaisser des coups massifs tout en continuant à combattre. Leurs plaques osseuses étaient disposées de manière à protéger les organes vitaux tout en permettant une flexibilité suffisante pour une natation efficace. Les océans siluriens étaient également témoins de l'émergence de nouveaux types de récifs. Les premiers coraux véritables commençaient à construire des structures calcaires complexes, créant des environnements tridimensionnels qui rivalisaient en complexité avec les récifs modernes. Ces nouveaux habitats étaient des pépinières pour une explosion de nouvelles formes de vie, mais ils étaient aussi des terrains de chasse perfectionnés pour les prédateurs qui avaient appris à exploiter leur labyrinthe de cachettes et d'embuscades.
Les créatures qui habitaient ces récifs étaient souvent aussi terrifiantes que leurs prédateurs. Certains brachiopodes développaient des coquilles avec des mécanismes de fermeture si sophistiqués qu'ils pouvaient se sceller hermétiquement à l'approche d'un prédateur, transformant leurs coquilles en coffres-forts impénétrables. D'autres développaient des épines mobiles qui pouvaient se déployer instantanément, transformant une proie apparemment facile en un hérisson mortel. L'escalade évolutive entre prédateurs et proies atteignait des niveaux d'intensité sans précédent. Chaque nouvelle adaptation défensive était rapidement contrecarrée par des innovations offensives encore plus sophistiquées. Les carapaces devenaient plus épaisses, mais les mâchoires devenaient plus puissantes. Les mécanismes de fuite devenaient plus rapides, mais les systèmes de détection devenaient plus sensibles. Cette période a également vu l'évolution des premiers écosystèmes pélagiques vraiment complexes. Contrairement aux périodes précédentes, où la plupart de l'action se déroulait sur ou près du fond océanique, le Silurien a vu l'émergence de chaînes alimentaires sophistiquées en pleine eau. Des nuages de zooplancton primitifs nourrissaient des bancs de petits vertébrés, qui à leur tour étaient chassés par des prédateurs de plus en plus grands dans une hiérarchie aquatique qui s'étendait de la surface aux profondeurs abysses. Les adaptations sensorielles atteignaient également de nouveaux sommets de sophistication. Certains euryptérides développaient des organes de ligne latérale similaires à ceux des poissons modernes, leur permettant de détecter les mouvements et les changements de pression dans l'eau avec une précision extraordinaire. D'autres évoluaient des capacités d'écholocation primitives, utilisant des claquements de leurs appendices pour naviguer dans les eaux troubles ou sombres. L'environnement physique des océans siluriens favorisait également cette escalade prédatrice. Les niveaux de la mer se stabilisaient à des niveaux élevés, créant de vastes plateaux continentaux peu profonds où la visibilité était excellente et où les prédateurs visuels pouvaient exploiter pleinement leurs adaptations. La chimie océanique était également favorable, avec des niveaux d'oxygène élevés qui soutenaient les métabolismes actifs nécessaires à la prédation énergique. Cette période d'innovation frénétique préparait le terrain pour ce qui allait devenir l'âge d'or des monstres marins, le Dévonien. Les fondations étaient posées, les modèles établis, et l'escalade évolutive était en pleine accélération. Les océans siluriens étaient déjà peuplés de créatures qui auraient fait des cauchemars des plongeurs modernes, mais ils n'étaient qu'un prélude à la symphonie de terreur qui allait suivre. Dans les eaux cristallines du Silurien tardif, alors que des euryptérides géants patrouillaient les récifs coralliens naissants et que les premiers grands vertébrés affûtaient leurs mâchoires primitives, l'évolution préparait ses prochains coups de maître. Les océans étaient sur le point d'entrer dans leur période la plus spectaculaire et la plus terrifiante, une époque où les prédateurs marins atteindraient des tailles et des niveaux de sophistication qui ne seraient jamais égalés dans l'histoire ultérieure de la vie océanique. L'évolution préparait effectivement ces chefs-d'œuvre les plus spectaculaires, et lorsque le Dévonien a commencé il y a environ 410 millions d'années, les océans sont entrés dans ce qui ne peut être décrit que comme l'âge d'or des monstres marins. Cette période, souvent appelée l'âge des poissons, a vu l'émergence de prédateurs si massifs et si parfaitement adaptés à la destruction qu'ils ont redéfini complètement ce que signifiait être un apex prédateur dans les océans de la Terre. C'était une époque où les cauchemars prenaient forme dans la chair et l'os, où des créatures de la taille d'autobus patrouillaient les mers avec une efficacité meurtrière qui n'a jamais été égalée. Au cœur de cette révolution prédatrice se trouvait Dunkleosteus terrelli, peut-être la créature marine la plus terrifiante qui ait jamais existé. Ce placoderme géant mesurait plus de 10 mètres de longueur et pesait plusieurs tonnes, mais ce n'était pas sa taille qui le rendait si terrifiant, c'était son armement. Dunkleosteus ne possédait pas de dents au sens traditionnel. Au lieu de cela, ses mâchoires étaient équipées de plaques osseuses auto-affûtantes qui fonctionnaient comme des cisailles géantes, capables de générer une force de morsure de plus de 5500 kg par centimètre carré, l'une des forces de morsure les plus puissantes jamais mesurées chez un animal. Ces dents osseuses étaient des merveilles d'ingénierie biologique.
Contrairement aux dents ordinaires qui s'usent avec le temps, les plaques de Dunkleosteus se maintenaient constamment aiguisées grâce à leur utilisation, les bords s'affûtant les uns contre les autres à chaque fermeture des mâchoires. Le résultat était un mécanisme de coupe d'une efficacité terrifiante qui pouvait trancher net pratiquement n'importe quelle créature de son époque. Des analyses biomécaniques modernes suggèrent que Dunkleosteus pouvait ouvrir et fermer ses mâchoires en 50 millièmes de seconde, créant une aspiration si puissante qu'elle pouvait littéralement aspirer des proies dans sa gueule béante. La tête de Dunkleosteus était une forteresse blindée, couverte de plaques osseuses épaisses qui la protégeaient contre toute contre-attaque possible. Ces plaques n'étaient pas simplement défensives, elles étaient sculptées et façonnées de manière à canaliser l'eau autour de la tête de manière hydrodynamique, permettant à cette créature massive de se déplacer dans l'eau avec une agilité surprenante. Ses yeux, bien que relativement petits par rapport à sa taille massive, étaient positionnés de manière à lui donner une vision binoculaire précise, essentielle pour juger les distances lors de ses attaques dévastatrices. Mais Dunkleosteus n'était que le plus célèbre d'une famille entière de placodermes géants qui dominaient les océans dévoniens. Titanichthys, encore plus grand avec ses 12 mètres de longueur, était paradoxalement un filtreur géant, utilisant ses mâchoires massives pour filtrer le plancton comme le font les baleines modernes. Cette spécialisation montrait à quel point l'évolution exploitait tous les créneaux écologiques possibles, même chez les géants. Gorgonichthys, avec ses 4 mètres de longueur, était peut-être encore plus terrifiant que Dunkleosteus dans ses proportions. Sa tête représentait près de la moitié de la longueur de son corps, transformant essentiellement l'animal en une paire de mâchoires géantes avec juste assez de corps pour les propulser. Ses plaques osseuses étaient ornées d'arêtes et d'épines qui lui donnaient l'apparence d'un démon blindé sorti des profondeurs de l'enfer aquatique. Les océans dévoniens ne se contentaient pas d'héberger ces monstres blindés. Les euryptérides atteignaient également leur apogée évolutive pendant cette période. Jaekelopterus rhenaniae, mentionné précédemment, régnait sur les eaux côtières peu profondes comme un empereur arthropode. Mais il n'était pas seul. Slimonia acuminata, bien que plus petit à seulement 1,5 mètre de longueur, compensait sa taille par une agilité et une vitesse extraordinaires, pouvant fondre sur ses proies avec la rapidité d'un éclair aquatique. Ces scorpions de mer géants avaient développé des stratégies de chasse sophistiquées qui rivalisaient avec celles des prédateurs modernes les plus intelligents. Ils utilisaient l'embuscade, la coordination de groupe et même des formes primitives d'utilisation d'outils, manipulant des débris pour créer des cachettes ou des pièges. Leurs appendices préhensiles n'étaient pas seulement des armes, ils étaient des instruments de précision capables de manipulation délicate aussi bien que de destruction massive. L'évolution des premiers requins véritables ajoutait une autre dimension de terreur aux océans dévoniens. Cladoselache, l'un des premiers requins vraiment modernes, mesurait près de 2 mètres de longueur et possédait déjà la forme hydrodynamique classique qui ferait du requin l'un des designs évolutifs les plus réussis de tous les temps. Ses nageoires étaient larges et puissantes, lui donnant une vitesse et une maniabilité exceptionnelles, tandis que ses dents étaient conçues pour saisir et déchirer plutôt que pour couper net comme celles des placodermes. Ce qui rendait Cladoselache particulièrement redoutable était son système sensoriel. Il possédait déjà les ampoules de Lorenzini, ces organes électrosensoriels qui permettent aux requins modernes de détecter les champs électriques générés par les contractions musculaires de leur proie. Cette capacité de détection électrique transformait le requin en un chasseur presque surnaturel, capable de localiser des proies cachées dans la vase ou dissimulées dans les récifs. Les céphalopodes dévoniens évoluaient également vers des formes de plus en plus sophistiquées et terrifiantes. Les goniatites, ancêtres des ammonites, développaient des coquilles avec des sutures de plus en plus complexes qui leur permettaient de construire des structures plus légères mais plus résistantes. Ces nouvelles coquilles leur donnaient un contrôle de flottabilité d'une précision remarquable, leur permettant d'ajuster leur densité avec une exactitude qui rivalisait avec les sous-marins modernes. Certains de ces céphalopodes développaient des stratégies de chasse révolutionnaires. Bactrite, avec sa coquille droite effilée,
étaient probablement capables de propulsion par jet si rapide qu'ils pouvaient littéralement se transformer en projectiles vivants, perçant ses proies avec sa coquille pointue comme une lance biologique. D'autres espèces développaient des tentacles avec des ventouses renforcées par des anneaux chitineux dentelés, créant des mécanismes de préhension d'une efficacité terrifiante. L'environnement physique des océans dévoniens favorisait cette escalade vers des formes prédatrices de plus en plus extrêmes. Les niveaux de la mer étaient élevés, créant de vastes mers épicontinentales chaudes et peu profondes où la visibilité était excellente et où les prédateurs visuels pouvaient exploiter pleinement leurs adaptations. Les récifs coralliens atteignaient leur première grande diversification, créant des écosystèmes tridimensionnels complexes qui offraient à la fois des refuges pour les proies et des opportunités d'embuscade pour les prédateurs. La chimie océanique elle-même contribuait à cette explosion de géantisme prédateur. Les niveaux d'oxygène étaient exceptionnellement élevés, permettant aux créatures de maintenir les métabolismes énergétiques nécessaires pour soutenir de grandes tailles corporelles et une activité prédatrice intense. Les niveaux de calcium étaient également favorables, permettant la construction de carapaces, de coquilles et d'armures osseuses massives. Cette période a également vu l'évolution des premiers écosystèmes pélagiques vraiment sophistiqués. Les océans ouverts, autrefois domaines de créatures relativement simples, étaient maintenant peuplés de chaînes alimentaires complexes s'étendant de la surface aux profondeurs abyssales. Des nuages de plancton nourrissaient des bancs de petits poissons qui étaient à leur tour chassés par des prédateurs de taille moyenne, culminant avec les géants comme Dunkleosteus au sommet de cette hiérarchie aquatique. La compétition entre ces apex prédateurs était féroce. Des preuves fossiles suggèrent que Dunkleosteus et les grands euryptérides s'affrontaient régulièrement, leurs rencontres laissant des marques de morsures et des carapaces brisées dans les archives géologiques. Ces combats titanesques entre monstres marins devaient être des spectacles d'une violence inouïe, des duels préhistoriques qui faisaient trembler les fonds océaniques. L'innovation évolutive atteignait des sommets pendant cette période. Les systèmes sensoriels devenaient de plus en plus sophistiqués, avec l'évolution de la ligne latérale chez les poissons permettant la détection des mouvements et des changements de pression dans l'eau. Certaines créatures développaient même des formes primitives d'écholocation utilisant des sons pour naviguer et chasser dans les eaux troubles. Les stratégies de camouflage évoluaient également pour contrer ces prédateurs de plus en plus efficaces. Certains poissons développèrent des capacités de changement de couleur, tandis que d'autres évoluaient des formes corporelles qui imitaient des objets inanimés comme des algues ou des débris coralliens. Cette course aux armements évolutifs entre prédateurs et proies poussait les deux côtés vers des innovations de plus en plus spectaculaires. Les océans dévoniens étaient ainsi devenus des arènes de combat aquatiques où chaque interaction entre espèces était potentiellement une question de vie ou de mort. Dans ces eaux chaudes et cristallines, patrouillées par des monstres de proportions légendaires, l'évolution testait les limites mêmes de ce que la vie marine pouvait devenir. C'était un monde où la terreur et la beauté coexistaient, où chaque créature était à la fois œuvre d'art évolutive et machine à tuer perfectionnée. Cette période d'innovation frénétique et de gigantisme prédateur ne pouvait pas durer éternellement. Les océans dévoniens préparaient déjà les conditions de leur propre transformation, et bientôt, une nouvelle extinction de masse balayerait ces géants aquatiques, ouvrant la voie à une nouvelle ère de monstres marins encore plus étranges et terrifiants. Cette ère de géants aquatiques touchait effectivement à sa fin, car les océans dévoniens portaient déjà en eux les germes de leur propre transformation. Vers la fin de cette période, il y a environ 360 millions d'années, une série d'extinctions massives connues sous le nom de crise du Dévonien tardif a commencé à balayer les mers, éliminant progressivement les grands placodermes blindés et de nombreux euryptérides géants qui avaient défini cette époque terrifiante. Mais comme toujours dans l'histoire de la vie, ces catastrophes n'étaient pas des fins absolues, elles étaient des transitions vers de nouvelles formes de terreur marine encore plus sophistiquées et,
à bien des égards, plus effrayante que tout ce qui avait précédé. L'extinction du Dévonien tardif n'était pas un événement unique, mais plutôt une série de crises écologiques qui se sont étalées sur plusieurs millions d'années. Les causes étaient multiples et interconnectées. Des chutes dramatiques du niveau des océans, des changements dans la chimie marine qui ont créé des zones mortes étendues et possiblement des impacts d'astéroïdes qui ont perturbé les écosystèmes globaux. Les vastes mers épicontinentales chaudes qui avaient été le royaume des géants dévoniens se sont asséchées, forçant la vie marine dans des refuges océaniques de plus en plus restreints et compétitifs. Les grands placodermes, malgré leur domination apparente, se sont révélés étrangement vulnérables à ces changements. Leur taille massive, qui avait été leur plus grand atout, est devenue un handicap dans un monde où les ressources se raréfiaient. Dunkleosteus et ses cousins géants ont progressivement disparu, leurs niches écologiques laissées vacantes pour des prédateurs plus petits, plus efficaces et paradoxalement plus terrifiants dans leur sophistication. C'est dans ce contexte de bouleversement que les océans du Carbonifère ont émergé, il y a environ 359 millions d'années. Ces nouvelles mers étaient profondément différentes de leurs prédécesseurs dévoniens, plus froides, plus acides, souvent stratifiées en couches chimiquement distinctes, elles favorisaient des formes de vie plus petites, mais infiniment plus diverses et adaptatives. C'était un monde aquatique où la survie ne dépendait plus de la taille brute ou de la force de morsure, mais de la ruse, de l'adaptabilité et d'innovations évolutives de plus en plus subtiles et terrifiantes. Les requins ont saisi cette opportunité avec une efficacité remarquable. Libérés de la concurrence des placodermes géants, ils ont explosé en une diversité spectaculaire de formes prédatrices. Hélicoprion, l'un des requins les plus bizarres et terrifiants ayant jamais existé, a développé une mâchoire inférieure en forme de scie circulaire dentée qui se déroulait comme un ressort mortel. Cette structure, unique dans l'histoire de la vie, pouvait probablement trancher ses proies en spirale, créant des blessures d'une géométrie cauchemardesque que aucun mécanisme de défense naturelle ne pouvait anticiper. La fonction exacte de cette scie hélicoïdale reste l'un des mystères les plus fascinants de la paléontologie marine. Certains scientifiques pensent qu'Hélicoprion l'utilisait pour éventrer de grands céphalopodes, la spirale dentée se déroulant à l'intérieur de leur corps mou comme un tire-bouchon vivant. D'autres suggèrent qu'elle servait à découper des proies en tranches parfaitement régulières, permettant au requin d'avaler des créatures beaucoup plus grandes que sa gueule ne le permettrait normalement. Mais Hélicoprion n'était que l'exemple le plus extrême d'une révolution dans l'anatomie des requins carbonifères. Edestus, surnommé le requin-ciseau, possédait des mâchoires avec des dents disposées en ligne droite qui se chevauchaient comme les lames d'une paire de ciseaux géants. Quand il fermait sa gueule, ses lames dentaires coulissaient l'une contre l'autre avec une précision mécanique parfaite, capable de couper net pratiquement n'importe quel matériau biologique de son époque. Orodus, un autre requin carbonifère terrifiant, avait développé des dents conçues spécifiquement pour broyer les coquilles les plus épaisses. Ces mâchoires étaient des machines de compression biologique capables de générer des pressions si intenses qu'elles pouvaient réduire en poudre les carapaces d'arthropodes qui auraient résisté aux morsures des placodermes les plus puissants. Cette spécialisation dans la destruction de défenses apparemment imprenables montrait à quel point l'évolution des prédateurs était devenue sophistiquée. Les céphalopodes carbonifères évoluaient également vers des formes de plus en plus terrifiantes et efficaces. Les goniatites développaient des coquilles avec des sutures si complexes qu'elles ressemblaient à des fractales mathématiques, créant des structures d'une résistance exceptionnelle tout en restant suffisamment légères pour permettre une natation rapide. Ces nouvelles coquilles permettaient un contrôle de flottabilité d'une précision remarquable, transformant les céphalopodes en sous-marins biologiques capables de manœuvres impossibles pour leurs prédécesseurs plus primitifs. Certains céphalopodes carbonifères développaient des stratégies de chasse révolutionnaires. Des espèces comme Rhyonoceras utilisaient probablement leurs tentacles comme des fouets, frappant leurs proies avec des vitesses si élevées que l'impact seul pouvait les assommer ou les tuer.
D'autres développèrent des glandes à venin primitives, injectant des toxines paralysantes dans leurs victimes avant de les consommer vivantes. L'innovation la plus terrifiante des océans carbonifères était peut-être l'évolution des premiers véritables chasseurs coopératifs. Contrairement aux prédateurs solitaires des époques précédentes, certaines créatures carbonifères apprenaient à chasser en groupes coordonnés. Des bancs de requins primitifs développaient des tactiques d'encerclement sophistiquées, tandis que certains céphalopodes utilisaient des signaux chimiques pour coordonner des attaques de groupe contre des proies trop grandes pour être maîtrisées individuellement. Les arthropodes marins, bien que diminués par rapport à leurs cousins euryptérides, géants du Dévonien, compensaient leur taille réduite par une sophistication comportementale accrue. Certaines espèces de crustacés primitifs développaient des structures sociales complexes, créant des colonies de chasseurs qui pouvaient submerger des proies beaucoup plus grandes qu'eux par le seul nombre et la coordination. L'environnement physique des océans carbonifères favorisait ce type d'innovation comportementale. Les eaux étaient souvent troubles et stratifiées, créant des environnements où la vision traditionnelle était moins efficace. Cela poussait les prédateurs à développer des sens alternatifs, écholocation primitive, détection électrique sophistiquée, chimioréception ultra-sensible. Ces adaptations sensorielles créaient des chasseurs capables de traquer leur proie dans l'obscurité totale ou dans des eaux si turbides qu'elles étaient essentiellement opaques. La chimie particulière des océans carbonifères créait également de nouveaux défis et opportunités. Les niveaux d'oxygène fluctuaient dramatiquement, créant des zones où seules les créatures les plus efficaces respiratoires pouvaient survivre. Ces conditions extrêmes favorisaient l'évolution de prédateurs capables de maintenir une activité intense même dans des environnements pauvres en oxygène, leur donnant un avantage énorme sur les proies moins adaptées. Les récifs carbonifères, construits principalement par des bryozoaires et des brachiopodes plutôt que par des coraux, créaient des écosystèmes labyrinthiques d'une complexité extraordinaire. Ces structures étaient des pièges évolutifs parfaits, où les prédateurs pouvaient tendre des embuscades dans des cachettes presque impossibles à détecter. Certains prédateurs évoluaient pour exploiter spécifiquement ces environnements, développant des formes corporelles qui leur permettaient de se glisser dans les moindres recoins des récifs. L'escalade évolutive entre prédateurs et proies atteignait de nouveaux sommets de sophistication pendant le Carbonifère. Les mécanismes de défense devenaient de plus en plus élaborés, coquilles avec des mécanismes de verrouillage automatique, épines empoisonnées, capacité de régénération rapide, mimétisme si perfectionné que les proies devenaient littéralement invisibles à leurs prédateurs. En réponse, les prédateurs développaient des contre-mesures toujours plus raffinées. Cette période a également vu l'émergence des premiers prédateurs véritablement intelligents. Certains céphalopodes carbonifères montraient des signes de comportement complexes qui suggéraient des capacités cognitives avancées. Utilisation d'outils, résolution de problèmes, peut-être même des formes primitives de communication. Ces innovations neurales transformaient la prédation d'un processus purement instinctuel en une forme d'art stratégique. Les océans carbonifères étaient ainsi devenus des théâtres d'opérations où se déroulaient des drames évolutifs d'une sophistication inouïe. Chaque interaction prédateur-proie était une leçon de physique appliquée, de chimie biologique et de stratégie comportementale. Dans ces eaux sombres et stratifiées, patrouillées par des chasseurs aux capacités sensorielles surhumaines et aux stratégies de plus en plus raffinées, l'évolution explorait de nouveaux territoires de possibilités terrifiantes. Cette sophistication croissante préparait le terrain pour les transformations encore plus dramatiques qui allaient suivre, car les océans carbonifères, malgré toutes leurs innovations, n'étaient qu'un prélude à l'ère qui approchait, le Permien, une période qui verrait l'émergence de créatures marines si étranges et si parfaitement adaptées à leurs niches écologiques qu'elles défieraient toutes les catégories établies de la terreur océanique. Dans les profondeurs carbonifères, les fondations d'un nouvel ordre marin étaient déjà en train d'être posées, pierre par pierre, adaptation par adaptation.
Ces fondations évolutives posées dans les océans carbonifères allaient effectivement donner naissance à quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. Le Permien, qui a débuté il y a environ 299 millions d'années, représentait l'apogée de l'évolution marine paléozoïque. C'était une époque où les océans atteignaient un niveau de complexité écologique et de diversité prédatrice qui ne serait jamais égalé dans l'histoire ultérieure de la Terre. Les mers permiennes étaient des mondes aquatiques d'une richesse stupéfiante, peuplés de créatures si parfaitement adaptées à leurs rôles écologiques qu'elles semblaient avoir été conçues par une intelligence supérieure dédiée exclusivement à la création de la terreur marine parfaite. L'environnement physique du Permien créait les conditions idéales pour cette explosion de sophistication prédatrice. Les océans étaient exceptionnellement chauds, avec des températures tropicales s'étendant presque jusqu'au pôle. Cette chaleur uniforme permettait des métabolismes élevés et une activité constante, éliminant les refuges saisonniers dont les proies pouvaient traditionnellement bénéficier. Les niveaux de la mer étaient relativement bas, créant de vastes plateaux continentaux peu profonds où la lumière pénétrait jusqu'au fond, permettant aux prédateurs visuels d'exploiter pleinement leurs adaptations sensorielles sophistiquées. Dans ces eaux cristallines et chaudes évoluaient les ammonoïdes les plus spectaculaires et terrifiants de tous les temps. Ces céphalopodes avaient perfectionné l'art de la prédation mobile avec une élégance meurtrière qui dépassait tout ce qui avait existé auparavant. Parapopanoceras, avec sa coquille en spirale serrée et ses sutures d'une complexité fractale, pouvait manœuvrer dans l'eau avec une agilité qui défie l'imagination moderne. Sa coquille sophistiquée lui permettait non seulement un contrôle de flottabilité d'une précision millimétrique, mais aussi de créer des vortex hydrodynamiques qui augmentaient sa vitesse de propulsion de façon exponentielle. Ces ammonoïdes permiens développaient des tentacules d'une sophistication anatomique remarquable. Contrairement à leurs prédécesseurs plus primitifs, ils possédaient des tentacles avec des ventouses renforcées par des anneaux chitineux dentelés qui pouvaient non seulement saisir leur proie, mais aussi les découper en lamelles avec des mouvements de rotation précis. Certaines espèces développaient même des tentacules spécialisés, certains pour la capture, d'autres pour l'immobilisation, d'autres encore pour l'injection de toxines paralysantes. L'innovation la plus terrifiante des ammonoïdes permiens était leur développement de stratégies de chasse coopératives sophistiquées. Des preuves fossiles suggèrent que certaines espèces chassaient en formation coordonnée, utilisant des signaux bioluminescents pour communiquer et coordonner leurs attaques. Ces meutes de céphalopodes pouvaient encercler des proies massives, chaque individu attaquant simultanément sous des angles différents, rendant toute défense ou fuite impossible. Les requins permiens atteignaient également de nouveaux sommets d'évolution prédatrice. Hélicoprion avait perfectionné sa scie hélicoïdale dentée au point qu'elle fonctionnait comme une machine de découpe biologique d'une précision industrielle. Mais il n'était plus seul dans cette catégorie d'armes impossibles. Sarcoprion développait une mâchoire inférieure avec des dents disposées en formation d'éventail, créant un mécanisme de coupe radiale qui pouvait trancher ses proies selon des patterns géométriques complexes impossibles à anticiper ou à contrer. Phadenia, un requin permien particulièrement terrifiant, évoluait une dentition qui changeait littéralement de configuration selon le type de proie qu'il chassait. Ses dents pouvaient se réorganiser dans sa mâchoire, passant d'une configuration de perçage pour les coquilles dures à une formation de déchirement pour les proies molles, puis à une disposition de broyage pour les créatures blindées. Cette adaptabilité dentaire en temps réel transformait un seul prédateur en un arsenal complet de spécialisation prédatrice. L'évolution des premiers reptiles marins géants commençait également à se manifester pendant le Permien tardif. Bien que les véritables géants comme les ichthyosaures et les plésiosaures n'apparaîtraient qu'au Mésozoïque, leurs précurseurs permiens établissaient déjà les modèles anatomiques qui feraient des reptiles marins les prédateurs dominants des océans futurs. Ces premiers reptiles aquatiques combinaient l'efficacité respiratoire des vertébrés terrestres avec des adaptations aquatiques sophistiquées, créant des prédateurs d'une endurance et d'une persistance sans précédent.
Les crinoïdes permiens, ces lys de mer qui ressemblaient à des plantes mais étaient en réalité des échinodermes filtrants, créaient des forêts sous-marines d'une beauté et d'une complexité époustouflantes. Mais ces jardins aquatiques, apparemment pacifiques, cachaient leur propre terreur. Certaines espèces de crinoïdes avaient évolué des capacités prédatrices actives, utilisant leurs bras ramifiés non seulement pour filtrer le plancton, mais aussi pour capturer et digérer de petites proies mobiles. Leurs tentacules, couverts de mucus toxique, pouvaient paralyser instantanément tout animal assez malheureux pour les frôler. L'innovation la plus spectaculaire des écosystèmes permiens était peut-être l'évolution des premiers récifs véritablement symbiotiques. Ces structures n'étaient pas construites par une seule espèce, mais par des communautés complexes d'organismes qui avaient développé des relations mutuellement bénéfiques si sophistiquées qu'elles fonctionnaient comme des super-organismes. Ces récifs symbiotiques créaient des environnements tridimensionnels d'une complexité labyrinthique où chaque niche écologique était exploitée par des spécialistes évolutifs parfaitement adaptés. Dans ces récifs évoluaient des prédateurs d'embuscade d'une patience et d'une efficacité terrifiantes. Certains développèrent des capacités de camouflage si perfectionnées qu'ils devenaient littéralement indiscernables de leur environnement, leur corps imitant non seulement la couleur et la texture des coraux, mais aussi leurs mouvements dans les courants. Ces maîtres du déguisement pouvaient rester immobiles pendant des jours entiers, attendant le moment parfait pour frapper avec une vitesse et une précision foudroyantes. L'escalade évolutive entre prédateurs et proies atteignait des niveaux d'intensité et de sophistication qui dépassaient tout ce qui avait existé auparavant. Les mécanismes de défense devenaient de plus en plus élaborés et innovants. Certains brachiopodes développèrent des coquilles avec des systèmes de verrouillage si sophistiqués qu'ils pouvaient non seulement se fermer hermétiquement, mais aussi créer des pressions internes négatives qui rendèrent leur ouverture forcée pratiquement impossible. D'autres créatures évoluaient des défenses chimiques d'une toxicité extraordinaire. Certains mollusques permiens produisaient des cocktails de neurotoxines si puissants qu'ils pouvaient tuer des prédateurs plusieurs fois leur taille en quelques secondes seulement. Ces armes chimiques étaient souvent couplées à des systèmes d'avertissement visuel sophistiqués, des couleurs brillantes et des motifs complexes qui signalaient leur dangerosité mortelle aux prédateurs potentiels. La compétition entre prédateurs apex était également devenue plus intense et sophistiquée. Les territoires océaniques étaient défendus avec des stratégies militaires complexes. Certains grands céphalopodes développaient des comportements de marquage territorial, utilisant des sécrétions chimiques pour délimiter leurs zones de chasse et avertir les concurrents potentiels. Ces frontières chimiques invisibles transformaient les océans en mosaïques territoriales complexes où chaque intrusion pouvait déclencher des combats titanesques. L'innovation sensorielle atteignait également de nouveaux sommets. Certains prédateurs permiens développaient des capacités synesthésiques combinant plusieurs sens de manière révolutionnaire. Des requins évoluaient la capacité de voir les champs électriques de leur proie sous forme d'images visuelles, tandis que certains céphalopodes développaient des tentacules capables de goûter les formes, leur permettant d'identifier leur proie dans l'obscurité totale par la chimie de leur surface corporelle. Les environnements pélagiques permiens devenaient des théâtres d'opérations tridimensionnelles où se déroulaient des drames prédateurs d'une complexité chorégraphique. Les migrations de proies créaient des autoroutes alimentaires temporaires que les prédateurs apprenaient à anticiper et exploiter avec une précision stratégique remarquable. Certains développaient même des capacités prédictives, analysant les patterns de comportement de leurs proies pour anticiper leurs mouvements futurs. Cette sophistication écologique extraordinaire créait des écosystèmes d'une stabilité et d'une productivité remarquables, mais aussi d'une fragilité cachée. L'hyper-spécialisation de tant d'espèces les rendait vulnérables aux changements environnementaux rapides. Et ces changements approchaient rapidement car les océans permiens portaient déjà en eux les germes de la catastrophe la plus dramatique de l'histoire de la vie terrestre. Dans les profondeurs des océans permiens, où des créatures d'une perfection prédatrice inégalée patrouillaient des récifs d'une beauté et d'une complexité extraordinaires,
Les forces géologiques et climatiques préparaient déjà le plus grand bouleversement que la vie marine ait jamais connu. L'âge d'or des monstres marins paléozoïques touchait à sa fin, mais son héritage évolutif allait survivre à l'apocalypse qui approchait et servir de fondation pour les époques terrifiantes à venir. Cette perfection écologique des océans permiens portait en elle les germes de sa propre destruction, car l'hyperspécialisation qui avait créé ces écosystèmes d'une beauté terrifiante les rendait également extrêmement vulnérables aux perturbations environnementales. Et la perturbation qui approchait était d'une ampleur si catastrophique qu'elle allait redéfinir complètement la notion même de ce que pouvait être l'extinction. Il y a 252 millions d'années, la Terre a connu l'événement le plus dévastateur de l'histoire de la vie. La grande extinction du Permien-Trias, également connue sous le nom de Grande Mort, un cataclysme qui a éliminé plus de 90% de toutes les espèces marines et 96% de tous les organismes vivants sur la planète. Les causes de cette apocalypse biologique étaient multiples et se renforçaient mutuellement dans une cascade de destruction qui a duré des dizaines de milliers d'années. Les trappes de Sibérie, une province volcanique d'une taille continentale, ont commencé à déverser des quantités inimaginables de lave, de gaz toxiques et d'aérosols dans l'atmosphère et les océans. Ces éruptions, parmi les plus massives de l'histoire géologique, ont libéré suffisamment de dioxyde de carbone et de méthane pour transformer radicalement la chimie de l'atmosphère et des océans terrestres. Les océans permiens, ces paradis aquatiques peuplés de créatures d'une sophistication inégalée, ont commencé à se transformer en environnements toxiques et hypoxiques d'une hostilité mortelle. Les températures océaniques ont grimpé de plus de 8 degrés Celsius, transformant même les eaux polaires en bains chauds tropicaux. Cette chaleur excessive a perturbé la circulation océanique globale, éliminant les courants qui apportaient l'oxygène aux profondeurs marines et créant des zones mortes étendues où aucune vie aérobie ne pouvait survivre. L'acidification des océans, causée par l'absorption massive de dioxyde de carbone atmosphérique, a dissous les coquilles et les squelettes calcaires de millions d'espèces. Les ammonoïdes sophistiqués, avec leurs coquilles complexes aux sutures fractales, ont vu leur défense architecturale se désintégrer littéralement dans l'eau acide. Les récifs symbiotiques, ces merveilles d'ingénierie biologique, se sont effondrés lorsque leurs organismes constructeurs n'ont plus pu maintenir leur structure calcaire contre l'assaut chimique incessant. Mais ce qui a rendu cette extinction particulièrement terrifiante, c'est qu'elle n'a pas été rapide. Contrairement aux extinctions causées par des impacts d'astéroïdes, la Grande Mort s'est étalée sur des milliers d'années, assez longtemps pour que les écosystèmes tentent désespérément de s'adapter aux conditions changeantes. Les créatures marines ont lutté contre un environnement qui devenait progressivement plus hostile, développant des adaptations d'urgence qui étaient souvent des distorsions grotesques de leurs formes ancestrales. Certains survivants de cette période portaient les cicatrices de cette lutte désespérée. Des fossiles montrent des coquilles déformées, des carapaces anormalement épaisses et des structures corporelles modifiées qui témoignent des tentatives pathétiques d'adaptation à des conditions environnementales qui changeaient plus vite que l'évolution ne pouvait répondre. Ces créatures difformes étaient les témoins vivants d'un monde aquatique en agonie, leurs corps déformés racontant l'histoire d'une bataille perdue contre des forces géochimiques implacables. Dans les refuges océaniques qui ont survécu à cette catastrophe, la vie s'accrochait désespérément à l'existence. Les quelques espèces qui ont réussi à traverser cette apocalypse biologique étaient souvent des formes très simples et généralisées, capables de survivre dans des conditions que leurs cousins spécialisés trouvaient mortelles. Ces survivants étaient souvent de petite taille, à métabolisme lent, et capable de supporter des niveaux d'oxygène extrêmement bas et des fluctuations chimiques dramatiques. Lorsque les océans ont finalement commencé à se stabiliser au début du Trias, il y a environ 251 millions d'années, ils étaient méconnaissables par rapport aux mers permiennes luxuriantes. Les eaux étaient troubles, pauvres en oxygène et largement dépeuplées.
Les vastes récifs avaient disparu, remplacés par des fonds océaniques nus et stériles. Les chaînes alimentaires complexes s'étaient effondrées, laissant des écosystèmes simplifiés peuplés de quelques espèces de survivants tenaces. Mais dans cette désolation apparente, les graines d'une nouvelle ère de terreur marine étaient déjà en train de germer. Les reptiles marins, qui n'avaient été que des acteurs marginaux dans les océans permiens, ont saisi l'opportunité créée par l'effondrement des écosystèmes traditionnels. Libérés de la concurrence écrasante des céphalopodes sophistiqués et des autres prédateurs invertébrés, ils ont commencé une radiation évolutive qui allait les transformer en les créatures marines les plus terrifiantes que la Terre ait jamais connues. Les premiers ichthyosaures du Trias étaient encore relativement petits et primitifs, mais ils possédaient déjà les adaptations fondamentales qui feraient de leurs descendants les maîtres incontestés des océans mésozoïques. Leur système respiratoire de vertébrés leur permettait une endurance et une persistance dans la chasse que les invertébrés ne pouvaient égaler. Leurs sens, héritiers des innovations sensorielles développées par leurs ancêtres terrestres, étaient déjà supérieurs à ceux de la plupart des créatures marines survivantes. Symbospondylus, l'un des premiers grands ichthyosaures, mesurait déjà plus de 10 mètres de longueur et présentait une forme corporelle qui préfigurait les adaptations que ses descendants pousseraient à la perfection. Son corps allongé et fuselé était parfaitement adapté à la natation rapide, tandis que ses mâchoires puissantes étaient équipées de dents coniques acérées conçues pour saisir et maintenir des proies glissantes. Mais ce qui le rendait vraiment redoutable, c'était sa capacité à chasser activement pendant de longues périodes, utilisant son métabolisme de vertébrés à sang chaud pour maintenir une activité constante dans des eaux que les survivants invertébrés trouvaient énergétiquement épuisantes. En même temps, les premiers archosaures marins commençaient à explorer les possibilités offertes par les océans vidés de leurs anciens prédateurs. Ces reptiles, ancêtres des crocodiles modernes, développèrent des adaptations aquatiques qui allaient en faire d'eux des prédateurs d'embuscade d'une efficacité terrifiante. Leur corps blindé et leurs mâchoires puissantes étaient parfaitement adaptés à la chasse dans les eaux peu profondes et turbides des océans du Trias précoce. L'innovation la plus révolutionnaire de cette période était peut-être l'évolution de la vivipariété chez certains reptiles marins. Contrairement aux reptiles terrestres qui devaient retourner sur Terre pour pondre leurs œufs, ces nouvelles créatures marines pouvaient donner naissance à des petits vivants directement dans l'eau. Cette adaptation libérait complètement les reptiles marins de tout lien avec la terre ferme, leur permettant de devenir des créatures océaniques à part entière. Les céphalopodes survivants, bien que dramatiquement réduits en diversité, commençaient également à se réinventer. Les premiers nautiles du Trias développaient des coquilles plus simples mais plus robustes que leurs prédécesseurs ammonoïdes complexes. Ces nouvelles formes étaient moins sophistiquées mais plus résistantes aux fluctuations environnementales, une stratégie évolutive qui privilégiait la survie à long terme sur la spécialisation à court terme. Certains céphalopodes expérimentaient même avec l'abandon complet de leurs coquilles externes. Les premiers ancêtres des pieuvres et des calamars modernes commençaient à développer des coquilles internes réduites ou complètement internalisées, abandonnant la protection offerte par leur carapace externe en échange d'une mobilité et d'une agilité accrues. Cette innovation allait éventuellement mener aux céphalopodes coléoïdes, qui deviendraient les invertébrés marins les plus intelligents et les plus adaptables de l'histoire de la Terre. Les océans du Trias étaient des environnements de récupération où les règles écologiques étaient en train d'être réécrites. La compétition était moins intense qu'elle ne l'avait été pendant des centaines de millions d'années, créant des opportunités pour l'expérimentation évolutive à une échelle rarement vue depuis l'explosion cambrienne. Des niches écologiques entières étaient vacantes, attendant d'être occupées par les innovations évolutives des survivants et des nouveaux arrivants. Cette période de récupération était également caractérisée par une instabilité environnementale continue. Les océans fluctuaient entre des conditions relativement habitables et des épisodes de stress écologique intense, créant des pressions sélectives qui favorisaient les espèces les plus adaptables et résistantes. Ces conditions forgeaient une nouvelle génération de prédateurs marins qui étaient non seulement terrifiants dans leur capacité,
mais aussi remarquablement résilient face aux changements environnementaux. L'héritage de la grande extinction était ainsi paradoxal. Elle avait détruit les écosystèmes marins les plus sophistiqués de l'histoire de la Terre, mais elle avait aussi créé les conditions pour l'émergence de créatures encore plus terrifiantes et dominatrices. Les océans du Trias tardif préparèrent le terrain pour l'ère mésozoïque, une époque qui verrait l'évolution des prédateurs marins les plus grands, les plus rapides et les plus sophistiqués que les océans aient jamais connus. Dans les eaux de récupération du Trias, patouillés par les premiers ichthyosaures géants et hantés par les spectres des écosystèmes perdus, l'évolution préparait ses prochains chefs-d'œuvre de terreur aquatique. Dans ces eaux de récupération où l'évolution fourbissait ses armes pour les batailles océaniques à venir, les fondations d'une nouvelle ère de domination marine étaient déjà solidement établies. Lorsque le Jurassique a commencé il y a environ 201 millions d'années, les océans étaient prêts à accueillir ce qui allait devenir la période la plus spectaculaire de gigantisme et de sophistication prédatrice de toute l'histoire marine. C'était l'aube de l'ère mésozoïque, l'âge des reptiles marins, où les océans allaient être dominés par des créatures si parfaitement adaptées à la prédation aquatique qu'elles feraient paraître primitifs tous les monstres marins qui les avaient précédés. Le monde jurassique était un paradis aquatique retrouvé. Les océans étaient chauds, riches en oxygène et d'un niveau exceptionnellement élevé qui inondait de vastes régions continentales, créant des mers épicontinentales peu profondes d'une productivité biologique extraordinaire. Ces conditions idéales ont permis une explosion de diversité marine qui rivalisait avec les grandes radiations du passé, mais avec une différence cruciale. Cette fois-ci, les niches de superprédateurs étaient occupées par des vertébrés dont l'efficacité métabolique et la sophistication neurologique dépassaient tout ce que les invertébrés avaient pu développer. Au sommet de cette hiérarchie aquatique régnaient les ichthyosaures, ces reptiles marins qui avaient perfectionné l'art de la nage rapide au point de dépasser en performance hydrodynamique la plupart des créatures marines modernes. Ophthalmosaurus, avec ses yeux énormes de la taille d'assiette, était peut-être le chasseur nocturne le plus redoutable ayant jamais existé. Ses organes visuels gigantesques, les plus grands proportionnellement de tous les vertébrés connus, lui permettaient de capturer même les photons les plus rares dans les profondeurs abyssales, transformant l'obscurité totale en terrain de chasse privilégié. Mais c'était l'Ichthysis qui incarnait le plus parfaitement l'innovation évolutive jurassique. Ce poisson osseux géant, mesurant plus de 16 mètres de longueur, était le plus grand poisson osseux ayant jamais existé. Mais paradoxalement, il était un filtreur pacifique qui se nourrissait de plancton. Cette spécialisation vers le gigantisme filtreur montrait à quel point les écosystèmes jurassiques étaient productifs. Ils pouvaient supporter des créatures de cette taille énorme se nourrissant uniquement de la base de la chaîne alimentaire. Cette productivité extraordinaire soutenait également des prédateurs d'une taille et d'une sophistication stupéfiantes. L'Iopleurodon ferox, le plus grand plésiosaure pliosauroïde jamais découvert, atteignait probablement 15 mètres de longueur et pesait plus de 25 tonnes. Cette créature était l'incarnation parfaite du prédateur apex océanique, un corps massif propulsé par 4 nageoires puissantes qui fonctionnaient comme des ailes sous-marines, lui permettant de voler littéralement à travers l'eau avec une grâce qui contredisait sa taille énorme. La tête de l'Iopleurodon était une arme de destruction biologique d'une perfection terrifiante. Longue de plus de 3 mètres, elle était équipée de mâchoires qui pouvaient s'ouvrir à plus de 90 degrés, créant une gueule béante capable d'engloutir des proies de la taille d'une voiture moderne. Ses dents, longues comme des avant-bras humains et acérées comme des poignards, étaient conçues non pas pour mâcher, mais pour perforer et maintenir. Une fois qu'une proie était saisie dans cet étau vivant, aucune force sur Terre ne pouvait l'en libérer. Mais ce qui rendait l'Iopleurodon vraiment terrifiant, c'était son système sensoriel hyper développé. Ses narines internes étaient connectées à un organe de Jacobson surdimensionné qui lui permettait de goûter les traces chimiques dans l'eau sur des distances de plusieurs kilomètres.
Cette créature pouvait littéralement sentir une goutte de sang dissous dans des millions de litres d'eau de mer, transformant les océans jurassiques en un réseau de pistes olfactives qu'elle pouvait suivre avec la précision d'un limier aquatique. Les ichthyosaures jurassiques, de leur côté, représentaient l'autre extrême de l'évolution prédatrice. Ophthalmosaurus, déjà mentionné pour ses yeux gigantesques, était capable de plonger d'une profondeur et d'une durée qui dépassaient celles des cachalots modernes. Son corps parfaitement fusiforme et ses nageoires transformées en gouvernes de haute performance lui permettaient d'atteindre des vitesses sous-marines qui rivalisaient avec celles des dauphins les plus rapides d'aujourd'hui. Mais l'innovation la plus révolutionnaire des ichthyosaures était leur système de reproduction. Contrairement à tous les reptiles de leur époque, ils avaient développé une vivipariété si sophistiquée qu'ils donnaient naissance à leurs petits la queue en premier, exactement comme les dauphins modernes. Cette adaptation permettait aux nouveau-nés de commencer à nager immédiatement après la naissance, éliminant la vulnérabilité postnatale qui affectait la plupart des autres reptiles. Les plésiosaures jurassiques développaient leurs propres innovations terrifiantes. Cryptoclydus, avec son cou extraordinairement long composé de plus de 70 vertèbres, était un pêcheur d'embuscade d'une précision chirurgicale. Il pouvait rester immobile dans l'eau, son corps caché dans l'obscurité des profondeurs moyennes, puis lancer sa tête avec la vitesse et la précision d'un serpent frappant, saisissant des poissons rapides avant qu'ils n'aient le temps de réagir. L'écologie des océans jurassiques était d'une complexité extraordinaire. Les récifs coralliens atteignaient leur première grande diversification depuis l'extinction permienne, créant des écosystèmes tridimensionnels qui rivalisaient en biodiversité avec les récifs tropicaux modernes. Ces structures servaient de nurseries pour une explosion de nouvelles espèces, mais elles étaient aussi des terrains de chasse sophistiqués pour les prédateurs qui avaient appris à exploiter leurs labyrinthes architecturaux. Les ammonites jurassiques représentaient le retour en force des céphalopodes comme prédateurs marins sophistiqués. Ces créatures avaient développé des coquilles aux formes et aux ornementations d'une diversité stupéfiante, chacune représentant une solution évolutive unique à des défis écologiques spécifiques. Certaines espèces développèrent des coquilles lisses pour la vitesse maximale, tandis que d'autres créèrent des structures avec des épines et des côtes complexes qui fonctionnaient comme des systèmes d'armement défensifs et offensifs. L'innovation la plus terrifiante des ammonites jurassiques était peut-être leur développement de stratégies de chasse coordonnées. Des assemblages fossiles suggèrent que certaines espèces chassaient en formation organisée, utilisant des signaux chimiques et peut-être même des flashs bioluminescents pour coordonner des attaques de groupe contre des proies trop grandes ou trop rapides pour être maîtrisées individuellement. Les environnements pélagiques jurassiques étaient des théâtres aquatiques où se déroulaient des drames évolutifs d'une intensité dramatique. Les migrations saisonnières créaient des autoroutes alimentaires temporaires que les prédateurs apprenaient à anticiper et exploiter avec une sophistication stratégique remarquable. L'Iopleurodon et ses cousins pliosaures patrouillaient ces routes migratoires comme des pirates océaniques, interceptant les voyageurs aquatiques avec une efficacité impitoyable. La compétition entre les différents groupes de superprédateurs était féroce et constante. Les ichthyosaures, avec leur vitesse supérieure, dominaient les chasses en eau libre et les poursuites à haute vitesse. Les pliosaures, avec leur puissance brute et leur intelligence tactique, contrôlaient les environnements côtiers et les zones d'embuscade. Les grands crocodiles marins occupaient les niches littorales, là où les environnements aquatiques rencontraient la terre ferme. Cette diversification des niches prédatrices créait des écosystèmes d'une stabilité remarquable malgré leur complexité. Chaque groupe de prédateurs était suffisamment spécialisé pour éviter une compétition directe destructrice, tout en maintenant assez de chevauchement écologique pour créer des interactions compétitives qui stimulaient l'innovation évolutive continue. Les innovations sensorielles atteignaient de nouveaux sommets pendant le Jurassique. Certains ichthyosaures développaient des capacités d'écholocation sophistiquées, utilisant des clics ultrasoniques pour naviguer et chasser dans les eaux troubles.
Les pliosaures perfectionnaient leur capacité chimiosensorielle au point qu'ils pouvaient distinguer les signatures olfactives individuelles de leurs proies, leur permettant de traquer des individus spécifiques à travers des océans entiers. L'escalade évolutive entre prédateurs et proies atteignait également des niveaux d'intensité extraordinaires. Les défenses développées par les proies devenaient de plus en plus sophistiquées et spectaculaires. Certains poissons osseux développèrent des armures si élaborées qu'ils ressemblaient à des châteaux ambulants, tandis que d'autres évoluaient des capacités de changement de couleur si rapides qu'ils pouvaient devenir essentiellement invisibles en une fraction de seconde. Cette période d'innovation frénétique préparait le terrain pour l'apogée absolue de l'évolution des monstres marins, le Crétacé. Dans les océans jurassiques, où des géants de 15 mètres glissaient silencieusement dans des eaux cristallines à la poursuite de proies qui avaient développé leurs propres adaptations extraordinaires, l'évolution affûtait ses dernières armes pour créer les créatures marines les plus terrifiantes et les plus parfaites de toute l'histoire de la Terre.